Bonsoir, donc je sais pas s'il y aura du monde parce que je fais vraiment un live improvisé par rapport au MP que j'ai eu et j'ai trouvé ça plus sympa que d'entrecouper ma story en fait. Tout simplement parce que en story ça serait très très long à vous expliquer. Bonsoir, oula, il y a déjà pas mal de monde. Donc c'est un live totalement improvisé comme je disais. J'ai eu beaucoup de questions sur comment prendre soin de son énergie, prendre soin de ses émotions, comment par rapport à la story que j'ai fait aujourd'hui. Et ça aurait été trop long de vous faire ça en story. Là, je me suis dit, ça va être entrecoupé, ça va être pénible de mettre les sous-titres et tout. Donc, désolée. Je me suis dit, allez, hop, je me lance en live. Les personnes qui le verront en direct pourront me poser vos questions. Et sinon, je le laisserai bien sûr comme d'habitude. Je crois que ça se fait encore. Coucou, donc bonsoir à tout le monde. Il y en a qui ont leur soirée de disponible, je vois. Du coup, je vais reprendre un peu la story parce que ça parlait beaucoup à deux personnes. Ah, bon, désolé, c'est le soir, donc du coup, vous allez me voir bégayer, chose qu'on voit pas forcément en story, sur la charge émotionnelle. Euh, J'essaye de voir vos commentaires en même temps, c'est tout l'intérêt du live. Oui, à 21h16, pas de énergie avec 5 enfants. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, comment je vais bien, quand même bien fatiguée aussi. Il y a des comme ça, il y a des coups de mou, ça, mais sinon ça va, ça va. Beaucoup de travail en ce moment sur plein de choses et puis ça va pas exactement comme je veux. Vous savez, il y a des périodes comme ça où on utilise énormément d'énergie pour le travail et ça donne pas encore enfin, il n'y a pas encore la récolte. Donc c'est pas toujours évident, mais ça va. J'espère que tu seras là. Non, mais avec plaisir, vraiment. En plus, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de live solo en plus. Et je me suis dit, ah, les enfants dorment, c'est ok, tout va bien, donc c'est le moment ou jamais. Et vraiment, en fait, je trouve ça plus pratique. Parce qu'après, je reçois beaucoup de MP suite à mes stories. Des fois, c'est pas très clair parce que je peux pas. C'est très long, sinon les stories, j'en ferai 40, 50. Donc c'est très long. Donc voilà, donc je reprends effectivement cette idée de charge émotionnelle dont on parle très peu. Alors, encore une fois, on en parle peu dans le domaine francophone. Parce que dans tout ce qui est anglophone, il y a une avance considérable. J'en avais déjà parlé, notamment sur la haute sensibilité, qu'on on dit pas hypersensible en anglais, hein. On dit haute sensibilité. Enfin, je vous le traduis en français, mais c'est un terme qu'on va essayer de réhabiliter, en tout cas au sein de l'Observatoire avec Savario Tomasella et Fanny Marie Marais, avec qui je travaille en collaboration. Parce que dans le côté hyper, on y voit un peu le préjugé du trop. Alors que c'est pas trop, c'est juste effectivement plus élevé que la moyenne. Mais que je sache, lorsqu'on parle du haut potentiel intellectuel, personne se dit ouh, c'est peut-être un peu trop haut. Et ça, c'est intéressant de voir à quel point finalement les mots ont une importance, et notamment pour les atypiques. Donc, je tenais quand même à le dire. Du coup, la charge émotionnelle, il faut le voir, et alors je vais vous reprendre un exemple parce que je pense que ça a pu parler à certaines personnes et pas à d'autres, comme une jauge. C'est-à-dire que, alors, ça dépend. Il y a ceux qui connaissent les jeux vidéo. Moi, je suis pas trop jeux vidéo, donc j'ai peur que si j'utilise ça comme parallèle, de pas être correcte. Mais je pense qu'on voit tous un petit peu dans les jeux vidéo la jauge d'énergie du petit bonhomme, vous voyez, ou les petits cœurs, voilà, qui s'enlèvent au fur et à mesure. Il y a aussi l'exemple des cuillères qui est souvent donné. Alors, ce parallèle peut être maladroit parce que c'est une métaphore qu'il a utilisée pour les maladies auto-immunes, pour les personnes qui ont une maladie, et qui fait que les gestes du quotidien vont leur prendre de l'énergie. Cet exemple a été réutilisé notamment aussi pour tout ce qui est du domaine du spectre autistique. Je vais y arriver, de l'autisme, pardon. Et moi, je le trouve intéressant, mais je me dis que ça peut être aussi maladroit de l'utiliser. Alors, je vous en parle, mais voilà, encore une fois, je pense que ça peut être la batterie du téléphone. Non, j'ai un problème de batterie. Me dites pas ça, moi, ça m'interrompt. Oui, batterie du télé... Non, moi, j'ai pas de problème de batterie. Ah, la batterie du téléphone comme exemple. Oh là là, pardon. Oui, exactement, aussi. Merci. Un très bon exemple. Oula, je vous suivais pas. Donc oui, alors il faut savoir aussi que je vois en décalage vos messages. Donc quand je parle de quelque chose, je sais pas pourquoi on voit beaucoup plus tard vos commentaires. Donc moi, il faut que je me rappelle de où j'en étais. Donc voilà. Mais j'ai compris. Donc voilà, c'est un très bon exemple. Merci beaucoup.
Donc on peut utiliser plein d'astuces comme ça pour comprendre et je pense que déjà on ne conscientise pas toujours ce qui nous vide. On va reprendre la batterie du téléphone parce que moi j'étais en train de vérifier. Donc ouais, comment, effectivement, qu'est-ce qui vide la batterie? Qu'est-ce qui vide notre batterie, mais comment effectivement on peut la recharger. Non mais c'est une catastrophe, hein, non? Vous me suivez. Donc ça c'est hyper intéressant parce que souvent les astuces qu'on va mettre en place ne correspondent pas du tout à nos besoins. Donc déjà il faut repartir de soi, quelle sorte en fait de sensibilité on a et comment elle se vide. Donc je vous parlais dans ma story des hyperesthésies. Donc là encore, il y a une méconnaissance terrible sur le sujet et je donne souvent cet exemple très personnel, donc si vous me suivez depuis longtemps, vous la connaissez, mais peut-être pour les personnes qui ne la connaissent pas, ou en tout cas de vous la redire, ça peut vous dire « Ah, mais c'est vrai que ça peut être un peu tordu finalement ». Moi, j'ai pas une très très bonne vue de base, d'ailleurs il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo, mais du coup, je n'avais jamais vraiment réalisé que j'avais cette hyperesthésie visuelle. Jusqu'à que on devienne minimaliste et que dans notre ancienne maison, vraiment, en fait, on fasse un énorme tri. Mais presque peut-être trop pour la plupart des gens, mais vraiment, il ne restait plus grand-chose. Et là, j'ai senti un soulagement, un véritable soulagement, c'est-à-dire que je me sentais plus apaisée et même le soir, une sorte de tranquillité. Quand je regardais autour de moi, dans la pièce, vous savez, le soir, des fois, en tout cas pour moi, je suis pas trop du soir, je suis plutôt du matin, donc je suis plutôt fatiguée. Les sollicitations des enfants, le bruit, tout ça, ça peut être très dérangeant. Et j'avais tendance à me crisper et à manquer de patience et donc de bienveillance parce que je ne suis pas un robot et que voilà. Et j'ai réalisé le fait d'être moins stimulée visuellement parce que moins d'objets, pas plein de choses sur les murs, tout blanc, vraiment. Et ben ça m'a tranquillisée. Alors ça peut, à l'inverse, angoisser certaines personnes. Donc là n'est pas la solution, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Et ça m'a permis d'avoir cet apaisement personnel et je me suis dit mais c'est fou, je n'avais jamais pris conscience que j'avais cette hyperesthésie visuelle. Et tout est plus simple avec ce mode de fonctionnement. Et du coup, il faut vraiment identifier ces hyperesthésies. Alors, il y a certaines qu'on va voir directement. Par exemple, ceux qui ont effectivement une hyperesthésie, eh bien, on dit auditive. Le fait d'être dans un endroit où il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de monde. Par exemple, les centres commerciaux, il y a énormément de bruit, puis il y a les musiques en fond, sans compter les lumières et tout. Bon, ben là, effectivement, on peut vite saturer. Donc ça peut être très intéressant. Ok, ça je le sais. Mais il y a des petites choses comme ça, peut-être que je ne prends pas conscience dans mon environnement et qui seraient faciles à changer. Évidemment, hein, on ne peut pas mettre sur mute nos enfants, hein, dire chut, hop, c'est bon. Non, ça voilà, vous n'allez pas pouvoir avoir un impact là-dessus. Mais il y a peut-être des petites solutions qui vont que cette jauge d'énergie, cette batterie, elle va peut-être moins descendre facilement ou en tout cas moins rapidement. Et ça, c'est important. Merci, j'en parle par les paquets qui débordent et me donnent et je garde. Eh oui. Alors après, c'est pas évident. Je me rappelle que le premier truc qu'on a fait, ça a été source d'angoisse. Alors que j'ai jamais du tout été matérialiste ou pas du tout. J'ai jamais eu, moi, contrairement à des personnes, j'ai jamais compensé avec des achats compulsifs, ce genre de choses. Ça n'a pas. Voilà. Mais pour autant, c'est fou comme on s'attache à un objet. Et je me demandais pourquoi je m'attachais à cet objet. Est-ce que c'était émotionnellement, genre quelqu'un qui me l'avait offert, un souvenir particulier? Pas forcément. Et il y a aussi cette croyance de « et si jamais un jour j'en ai besoin ?» Mais en fait, bon après voilà, ça c'est vraiment personnel. Et il y a des personnes qui disent non, mais moi c'est vraiment très important et c'est ok, hein, moi je ne suis pas là pour vous dire soyez minimaliste, absolument pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'a aidée de désencombrer ma vie. Et je pense que finalement, quand je regarde un petit peu l'histoire de notre vie de famille, quand on est parti avec nos 3 enfants, un chien, les vélos, juste avec une voiture en mode nomade et qu'on s'est séparait de tout le reste, on n'avait plus grand chose finalement. On a vécu quasiment 1 an comme ça et ça nous a vraiment suffi. On n'avait pas besoin d'autre chose. Et clairement, on ne pouvait pas acheter autre chose parce que la voiture, elle était full. Surtout quand on partait avec des courses pleines pour le prochain logement. Bon, voilà. Donc, mais je pense que je n'aurais pas été capable si j'avais pas eu toutes ces petites prises de conscience sur justement mes propres besoins. Donc, ça peut vider votre jauge. Ce qui peut vider la jauge aussi, voilà, c'est ce côté éponge. C'est le fait de ne pas bien distinguer l'hypercompassion et l'hyperempathie. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup.
Mais là encore, c'est une distinction. Ceux qui ont l'atelier hypersensibilité, je pense que c'est bon, vous connaissez le sujet, il n'y a plus de soucis. Mais pour les personnes qui ne savent pas, je fais un petit rappel. Je ne vais pas faire, sinon je pourrais en parler des heures, mais c'est pas le propos. Mais puis, bon, quand même, il va falloir aller au lit à un moment donné. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que l'empathie, je suis en capacité de me mettre effectivement à la place de l'autre. Je suis en capacité de me dire que l'autre ressent une émotion, qu'il est triste, qu'il est heureux, et je peux le ressentir également. La compassion, c'est-à-dire que je me mets à sa place, et en fait, je vis l'émotion pour lui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut ressentir par exemple lorsqu'on regarde un film et qu'on se laisse totalement aller dans la vie du personnage que l'on regarde, qui est totalement fictif, et on se dit oh là là, mais oh là là, si ça m'arrivait, et on fond en larmes, on est dans l'hyper-compassion. Alors lorsque ce sont des moments un peu choisis comme ça, où ça nous fait du bien, on se laisse aller voilà, lors d'un film, ou lors même en écoutant de la musique, ou autre chose, c'est ok, on n'en souffre pas, mais lorsque c'est au quotidien, ça peut être problématique. Et puis surtout, ça vide énormément la batterie. Le souci, c'est que les gens ont tendance à se reposer sur nous quand on a cette hyper-empathie, parce qu'il y a l'hyper-compassion qui va avec. Et en fait, je fais juste une parenthèse là-dessus, parce que je pense que ça peut intéresser, en tout cas j'espère certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a une part quand même de se déresponsabiliser sur l'autre, si on va ressentir son émotion. Les gens ne sont pas très à l'aise avec les émotions, je pense que ça, vous l'avez compris. Je crois que l'avantage d'être justement hautement sensible, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut bien, de toute façon, apprendre à être à l'aise avec. Parce que sinon, on vit très 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 mal, justement, cette particularité. Donc, d'une certaine manière, on n'a pas le choix, on va vivre avec. Là où d'autres personnes, lorsqu'elles vont traverser des moments difficiles et qu'il va y avoir une hyper-émotivité à un certain moment de leur vie ou qui va durer, vont se sentir totalement submergées parce que de toute façon leur cerveau est moins calibré que le nôtre pour faire face à ça. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on est souvent les confidents des gens. C'est très facile, les personnes souvent en général se confient facilement à nous, ils se laissent totalement aller. Je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes comme ça de personnes que vous avez croisées qu'une seule fois et qui vous racontent mais toute leur vie. Vous êtes là, oui, et oh là là, et puis bon, voilà, c'est pas toujours évident. Et ça c'est vraiment le quotidien lorsqu'on est hautement sensible. Je pense que les gens le perçoivent sans forcément le conscientiser, qu'on est disponible en fait pour accueillir ça. Mais être disponible pour accueillir ça, ça veut dire être aussi disponible pour accueillir aussi nos émotions et faire la part des choses entre moi, ce que je ressens et ce que l'autre ressent. Et ça, c'est pas toujours évident. Surtout à la fatigue, avec justement, si on a une jauge bien basse, fin de journée ou début de journée, tout dépend des gens, on peut vite se sentir, justement, aller dans l'hypercompassion. Et la personne en plus, c'est très drôle et je pense que vous allez y faire attention après ce live, lorsque on va écouter et qu'on va rentrer dans l'hypercompassion, il y a un soulagement chez l'autre. Et non pas parce qu'on lui a trouvé une solution, parce que sa vie, elle est comme elle est, on n'a pas changé sa vie en l'écoutant. Mais parce qu'en fait, c'est comme si elle avait un gros sac à dos et qu'elle nous l'avait donné. Et du coup, oui, ça les soulage les gens. Mais en fait, ça les soulage que temporairement, ce n'est pas une vraie solution pour eux, parce qu'en fait, ça leur a pas du tout appris à accompagner, à accueillir leurs propres émotions. Bien au contraire, en fait, on les rend dépendants de nous. Et nous, en plus, ça nous rajoute un gros sac à dos. Mais ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire je vais me déresponsabiliser de mes propres émotions sur toi parce que je sais que toi, tu vas les prendre, voilà. Et c'est un effet de neuron mirror, en fait, tout simplement. Donc ça, clairement, vous avez compris, au niveau de votre batterie, forcément, j'ai envie de dire, si vous partagez par exemple votre connexion 4G, si on reste dans la comparaison avec un autre téléphone, puis un autre téléphone, puis un autre téléphone, la batterie de votre téléphone, oui, elle va baisser très très vite. C'est ok, et nous on est chargé de ces cadeaux, mais c'est exactement ça. Alors voilà, je regarde un peu vos commentaires avant de finir. La compassion c'est tellement épuisant, mais ça aide les autres. Ça aide les autres, oui et non, comme je disais, l'empathie aide les autres. Parce que dans mon travail, et souvent on nous demande, parce que c'est pas rare que les personnes hautement sensibles soient dans les métiers d'aide à la personne, justement. On est presque tout indiqué pour ça parce que on a de facto en fait et de naissance des capacités d'écoute, de compréhension et d'empathie. Donc on a déjà un capital intéressant à développer. Mais justement le but c'est pas de finir un burn-out et de pouvoir vraiment aider l'autre.
Pendant mes années, lorsque j'étais assistante sociale, il a eu, alors j'étais très jeune, c'est pour ça que je prends souvent ces exemples-là, mais j'ai accompagné des familles dans le deuil, des choses compliquées. Vous imaginez, si j'étais dans l'hypercompassion, en fait, je me serais effondrée en larmes pendant l'accompagnement. Est-ce que c'est aidant pour l'autre? Absolument pas. Eux, ils avaient besoin de concret, ils avaient besoin d'empathie, ils avaient besoin d'une écoute empathique, oui, mais ils avaient besoin que je fasse mon travail. Il en est de même lorsque j'accompagne les personnes au quotidien. Et c'est pareil, voilà. Et c'est ça, c'est important de faire la distinction. Ce n'est pas parce que je suis pas justement dans l'hypercompassion que je ne suis pas empathique. Bien au contraire. Être empathique, c'est-à-dire je reste à ma place à moi. Je comprends ton émotion. Et bien sûr que je la ressens, mais je sais que ce n'est pas mon émotion. Et du coup, en faisant cette part-là, en fait, je suis là pour t'aider. En fait, d'une certaine manière, vous proposez votre main, mais vous vous noyez pas avec. Vous voyez, c'est comme si dans un puits quelqu'un se noie, vous allez lui tendre quelque chose pour le remonter, mais vous n'allez pas dire « Oh là là, mais ça allait être horrible d'être tout en bas, tu vas te noyer, j'arrive !» Vous voyez, ça c'est l'hypercompassion, vous allez vous noyer avec la personne. Et peut-être qu'elle, en appuyant sur votre tête, elle va prendre de l'air, elle sera contente. Mais ça ne résout pas son problème, elle est encore dans le puits et vous y êtes avec. J'espère que ce petit parallèle peut bien comprendre les choses, vous permet de bien comprendre les choses, je vais y arriver. Est-ce que j'ai les La maison est à l'image de notre esprit, donc faisons du tri, c'est vrai. Et la maison, c'est très intéressant parce que c'est une image en psychanalyse très forte et très puissante. On dit souvent, attention à quand on descend dans la cave. Alors, toutes les maisons n'ont pas de cave, mais l'idée est là, c'est-à-dire tout ce qui est inconscient, c'est dans la cave. Cet endroit où, dans les films d'horreur, on redoute un peu. Enfin, j'ai pas de cave, mais vous voyez l'idée. C'est vrai que il faut avoir des fondations solides et après c'est la décoration. Donc enfin bon, je veux pas, mais c'est un sujet. Encore une fois, je pourrais en parler des heures. Audrey, entendre la vie des autres d'une seule. Tout le temps, c'est besoin que les autres se sentent bien. Voilà. Oui, ben. Sabinou disait ça m'est insupportable de voir les autres mal. Mais en fait, c'est intéressant aussi de voir dans notre culture à quel point, déjà, dans la culture française, on vit très très mal l'échec. On cache beaucoup la maladie, la mort. On est toujours dans ce déni total de notre finitude. Et on ne supporte pas du coup les émotions que l'on nomme négatives, alors que ça n'existe pas, les émotions négatives. Elles sont désagréables, oui, parfois. Mais elles nous apprennent aussi beaucoup de choses sur nous. C'est intéressant justement les mots qui sont utilisés en français pour dire voilà les émotions négatives, gérer ces émotions. Ça renvoie encore finalement, je pense, au fait qu'on lutte sans cesse contre la douleur, quelle qu'elle soit. Mais en réalité, la douleur, c'est une indication. Je veux dire, sans douleur, il n'y a pas d'indication. Et ça serait pire. Si on prend, par exemple, l'accouchement physiologique, alors je ne sais pas si tout le monde a eu des enfants, mais bon, vous avez bien l'idée de comment on accouche. La douleur, elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Alors, elle peut, bien sûr, hein, le but, c'est pas de souffrir. La souffrance étant psychique et la douleur étant physique, c'est une indication, en fait, ni plus ni moins. Et donc, quand d'autres personnes vont mal, en réalité, ça veut dire, ça indique juste que leurs valeurs ou leurs besoins, eh bien, ne sont pas pris en compte ou ne sont pas respectés. Donc, si on efface la douleur, sans comprendre la cause, on ne répond pas au problème. Je dois me forcer à arrêter dans les boutiques de demander aux vendeurs comment ils vendent. Je trouve que je batterie pour ma famille nombreuse. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va culpabiliser. Le poids de la culpabilité, c'est très fort, de se dire voilà, il y a quelqu'un peut-être qui aurait besoin de moi, il faut que je sois là pour les autres. Même si on ne se le dit pas consciemment, je pense qu'on sent, en fait, de manière inconsciente, qu'on pourrait soulager quelqu'un. Mais la vie, c'est pas un sprint, hein. C'est un marathon, si on peut dire, de plusieurs années. Et en fait, si vous êtes toujours dans le sprint, vous allez aider finalement très peu de monde. Parce que, à un moment donné, vous allez vous essouffler et finir en burn-out ou pas bien. Si au contraire, vous voyez ça comme un marathon, vous savez que vous n'allez pas utiliser toute votre énergie
vite. On va voir après, c'était le cadre de live de ce soir, mais comment remplir cette jauge. Et donc, petit à petit, vous allez aider beaucoup plus de monde, que ça soit à titre personnel ou professionnel, selon ce que vous avez fait, ou pour plein de choses. Et du coup, est-ce que, déjà, si je vous pose la question comme ça, est-ce que vous sauriez me répondre comment, d'après vous, vous pouvez remplir votre jauge? Est-ce que vous avez des exemples concrets, personnels, où vous sentez que vous remplissez votre jauge d'énergie, votre batterie? J'attends les commentaires, je sais qu'il y a un petit moment de latence entre vous et moi. Et oui, c'est ça. J'étais... Ah oui, c'est terrible quand les gens disent qu'ils auraient besoin d'aide, j'ai tous envie de les aider. Mais en fait, je pense qu'il y a un moyen vraiment d'aider les gens sans se vider soi-même. Donc, c'est savoir où en est sa propre jauge d'énergie, ne pas tomber dans l'hypercompassion, et après, savoir se faire du bien pour remplir la jauge. Et puis, savoir dire non, et savoir dire stop. C'est tout un apprentissage, et c'est pas si évident, hein. Je suis soignante et hypersensible, passe tous les jours d'entendre les plaintes des patients. Je suis obligée d'avoir un planning léger pour me laisser du temps, pour me ressourcer. C'est très juste, j'y reviendrai, c'est très juste Marina. Ouais. Passer du temps seul en lisant un livre, le sommeil, me ressourcer dans la nature, l'aquarelle. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors souvent, ce que j'entends, c'est que pour se ressourcer, les gens vont me dire passer du temps avec des amis, faire la fête. Et ça, c'est drôle parce que c'est plutôt des exemples de personnes qui ne sont pas justement hautement sensibles. Parce que même quand on passe, en tant que personne hautement sensible, même quand on passe un bon moment avec des gens qu'on aime, la jauge ne se remplit pas. C'est-à-dire, au mieux, elle stagne, effectivement. Mais émotionnellement, ça nous a coûté quand même, en fait. Vous allez faire attention à ça. Et vous me direz après plus tard à un MP, mais même repensez-y, même par exemple à un moment où, en fait, parce que tout simplement, on a comme des antennes et on capte tout le temps. Donc être avec quelqu'un, on va capter malgré tout, même là, à travers les écrans, je suis sûre qu'on se capte, en fait. Et ça, c'est fatigant quand même. Et même si la jauge, elle ne va pas se vider entièrement comme si on faisait face à une vraie difficulté ou un problème relationnel, eh bien, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous ressourcer. Et ça peut être compliqué parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à rester avec elles-mêmes, seules avec elles-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la solitude. Alors, je répète souvent, mais ce n'est pas pareil être seul et avoir un sentiment de solitude. On peut se sentir très seul, entouré de milliers de personnes, hein, même en famille ou avec des amis. Donc c'est vraiment différent. Et on souffre du sentiment de solitude, mais on ne souffre pas de la solitude elle-même. Surtout si on est bien avec soi. Et ça demande en fait d'apprécier les moments finalement d'introspection personnelle. Et les personnes hautement sensibles ont énormément besoin d'introspection. Et ça, on ne le fait pas toujours parce qu'on est dans un monde d'hyperactivité, où il faut aller vite, où il faut faire plein de choses, il faut être performant, cette performance, tout ça. Et là, alors là, ça va s'adresser aussi effectivement au HPI, parce que le HPI effectivement a un cerveau qui va beaucoup plus vite, et donc ça va être beaucoup plus compliqué aussi cette introspection personnelle. Donc ça peut passer par plein de moyens. Ça peut passer effectivement par faire des activités au départ, faire du sport, ça peut passer par le yoga, la méditation, mais ça peut aussi passer par l'art, faire de la musique, faire du dessin, voilà, ça peut passer de la danse, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se retrouver et il faut apprécier d'être face à soi. Et ça demande quand même une connaissance de soi, mais aussi de l'amour pour soi. Et je me rends compte, moi, dans ma pratique, je ne sais pas s'il y a des thérapeutes là qui me regardent ce soir, mais c'est intéressant de voir qu'en général, on se recoupe assez sur cette idée de se dire que les personnes qui ont du mal à être seules avec elles-mêmes, c'est parce qu'il y a un désamour à creuser derrière. Je ne sais pas si ça va vous parler, j'espère ne pas aussi chafouiner peut-être là ce soir des personnes qui se sentent visées par ça, mais dans tous les cas, ce n'est pas grave. C'est vraiment quelque chose qui peut se travailler. Et voilà, surtout en thérapie, quand il y a un désamour, c'est souvent qu'il y a une méconnaissance. Et ça, c'est intéressant de voir que les personnes qui vont creuser le sujet des atypies, souvent elles ont peur de dire mais si je découvre quelque chose sur moi, genre que je ne savais pas ou quelque chose d'horrible et que finalement je ne m'aimais pas. Mais en fait, c'est impossible. Plus on en apprend sur soi et plus on s'aime.
Et c'est un amour plus sain. C'est pas le style j'ai confiance en moi, je peux faire plein de choses incroyables, ça n'a rien à voir. Déjà, la vraie confiance, elle ne se voit pas à l'extérieur, elle se ressent à l'intérieur. Je le dis souvent, mais toutes les personnes que vous avez la sensation qu'ils ont confiance en elles parce qu'elles font plein de choses, elles prennent la parole très facilement de soi, c'est pas forcément de la confiance en soi. Peut-être qu'il y a ça aussi, bien sûr, mais c'est pas ça un signe de confiance en soi. En général, une personne qui a réellement confiance en elle, elle ne se compare pas, donc elle n'a pas besoin de porter de jugement sur les autres. Elle n'est pas donc dans la critique. Elle est dans le soutien et dans la tolérance de l'autre, en fait, tout simplement. Donc c'est assez sain. Oh là là, mais j'ai loupé plein de commentaires. Faut juste que ça s'affiche pas. Comment trouver la cause avec nos enfants en bas âge? Alors, effectivement, ça c'est un autre sujet bien vaste. Alors déjà, on ne peut pas accompagner les émotions de nos enfants. C'est ce que je disais dans la story de jour. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les accompagner pour qu'eux, ils accompagnent leurs émotions. Sinon, tu prends la responsabilité de leurs émotions. Donc, tu es vraiment dans cet effet éponge et ça ne fonctionne pas. Donc, plus toi, tu arriveras en fait à réaliser où sont tes émotions. Alors, un exemple concret, parce que bon, moi aussi j'ai des enfants et comme tous les enfants, il ne faut pas croire, ils sont comme tous les enfants. Et des fois ils ne sont pas contents, ils se mettent en colère et toi t'en as marre parce que tu dis mais c'est pas possible, c'est pas grave. Mais pour eux c'est grave. Donc ça fait une tempête, voilà. Et donc forcément, tu sens que tu te tends en fait. c'est normal. Par effet de neurone miroir, il crie, il pleure, il se fâche. Tu sens dans ton corps que tu te tends et que tu as juste envie de faire chut, chut, chut. C'est normal. Et ça, c'est important à ce moment-là. Alors, c'est pas toujours évident au départ de le faire, mais petit à petit, on y arrive de mieux en mieux de se dire là, je me tends. Et c'est quelque chose que, alors ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est quelque chose en tout cas qu'on peut verbaliser assez rapidement auprès de nos enfants en disant ok, là, je me tends, je sens ta colère et je sens que ça va me mettre en colère. Le fait de le verbaliser, c'est très bien pour l'enfant, mais c'est encore mieux pour vous. Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de faire la distinction entre la colère de l'enfant et la vôtre. Et c'est pas la même. Pourquoi? Parce que ça va mettre une distance entre les deux. Et vous allez réaliser que vous mettez en colère parce qu'il se met en colère, mais pas parce que vous êtes en colère contre lui. Et en fait, ça va très vite dans la tête, mais du coup, ça soulage. Et vous êtes davantage là, disponible, pour être avec votre enfant. Et dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mets en colère, toi? Parce que moi, je sais pourquoi je me mets en colère. Mais toi, pourquoi tu te mets en colère? Et donc, on rentre davantage dans la communication et on laisse moins totalement écrasé par les émotions de l'autre. Et ça aide aussi l'enfant, par l'exemple, en fait, à faire de même lorsqu'il grandira. La danse, la nature, le calme, mon amoureux, marcher dans la nature, contact avec les animaux, le recul, le repos, dormir, me reposer, jardiner, méditer. Ben, c'est exactement ça. En faisant ce que nous aimons, en méritant la lecture d'un moment, quand je me pose seule au soleil sur la plage, les siestes. Oh, ben, il y a de très belles idées. Temps seul, silence, nature, ça remplit. Coucou, ça y est, naturellement. Ma joie se remplit grâce à mon sommeil. Arrête de voir ma famille, éteindre les lumières. C'est ça. En fait, on se rend compte, là, Audrey, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la jauge se remplit une fois qu'on est moins surstimulé par nos sens, en fait. C'est vrai que moi, je fais souvent des migraines liées, en fait, à la lumière. Je ne suis pas migraineuse, mais je sais que la fatigue et la lumière, c'est compliqué. Et encore une fois, apparaître dans le noir total, ça passera pas. Alors, c'est pas très pratique, hein. Mais bon, jouer de la guitare. Alors, comment lutter contre ce besoin d'aider les autres à résoudre leurs problèmes quand ils sont mal? Je ressens un réel mal-être tant qu'ils vont pas mieux. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est un problème que les autres aillent mal? Tu vois, ça c'est important en fait de se poser la question. Pourquoi c'est un problème que les autres aillent mal? Déjà, bien sûr qu'on est empathique, hein, évidemment. Moi aussi, je voudrais qu'il y ait plus de misère dans le monde. Mais l'être humain est ainsi fait, hein. On a tous une part d'ombre, on a tous des expériences à faire sur cette terre, qu'importe les croyances qu'on a. Ça va être... en fait, peut-être que ces personnes-là, elles ont besoin d'en passer par ces moments-là difficiles. Ça n'empêche pas que... Ça ne veut pas dire genre, oula, j'en ai rien à foutre de ce que tu vis, moi je veux bien. C'est pas ça que je dis, hein. On peut très bien dire, si tu as besoin de parler, je suis là. Je suis là, mais je ne suis pas dans ta vie, je ne vais pas te prendre ta souffrance, ça ne marche pas comme ça. Et c'est important aussi de se dire, peut-être que cette personne s'est mise dans certaines situations pour apprendre des choses. Voilà.
Alors, il y a des situations qui nous tombent dessus, on est d'accord, donc ça, c'est encore autre chose. Mais peut-être qu'ils ont besoin vraiment de ça pour aller mieux. Et si toi, tu leur enlèves cette expérience-là, ils iront peut-être jamais mieux, parce qu'ils seront toujours dépendants de toi, tu vois. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Sport, méditation, partir un week-end sans les enfants, tu m'étonnes. Le silence, le calme, remplir la jauge pour moi, c'est de mélanger des sons naturels à l'observation au détail de ce qui m'entoure. Ah oui, c'est vrai, il y en a beaucoup comme ça. Dormir, et beaucoup, oui. Le besoin de dormir est très fort chez beaucoup de personnes hautement sensibles. Alors, moi, par exemple, ça ne me concerne pas, mais encore une fois, la preuve en est qu'on n'a pas besoin de cocher toutes les cases. Hein. On est tous différents. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, dans les recherches du docteur Hélène Aron, ça s'est beaucoup ressorti. Et pour revenir à un exemple qui m'a été cité il y a un moment, elle montrait que dans l'idéal, bon là on ne vit pas avec des si, hein, on ne vit pas en théorie, mais dans l'idéal, les personnes hautement sensibles ne devraient pas travailler sur du temps plein parce qu'elles ont un plus grand besoin de solitude, d'introspection, de calme et souvent le monde du travail ne le permet pas. Alors, tout dépend si on peut effectivement accorder son travail à ça. Mais voilà, c'est ce qui est ressorti. C'est ça, même les bons moments en famille et entre amis sont fatigants. C'est vrai, alors c'est pas la même fatigue, mais c'est vrai, ça ne peut pas en fait remplir la jauge. C'est comme les réseaux sociaux, c'est comme les écrans. Il y a un réflexe que tout le monde a, et dans moi aussi parfois, et même si je le sais, c'est-à-dire que quand on va mal, alors il y a la nourriture, il y a plein de choses, la cigarette, il y a plein de... Voilà. Mais le téléphone aujourd'hui, hein, ils l'ont bien pensé, c'est une continuité voilà, de notre main, voilà, c'est pratique tout ça. Et il y a ce réflexe, et on s'en rend pas toujours compte, de regarder son téléphone quand on en a marre, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est frustré, quand on veut s'évader. On regarde le téléphone. Alors le souci, c'est que quand on est dans ces moments-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous scrollez sur les réseaux sociaux, en général, ça ne vous fait pas du bien. C'est-à-dire que être dans ces émotions qui sont pas très très agréables et aller sur les réseaux sociaux, c'est rare que ça nous fasse vraiment du bien. Donc là, la jauge, elle peut encore plus descendre. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, même si on va bien, c'est pas quelque chose qui va remplir la jauge. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est pas quelque chose qui répond à un besoin. On n'a pas un besoin primaire physiologique d'aller sur un écran. Ça ne veut pas dire que ça ne nous apporte pas quelque chose de positif, absolument pas. Hein. Mais c'est pas quelque chose qui va vous remplir la jauge. Et je pense que ça aussi, il faut se le dire. Ça veut pas dire. Alors, quand l'émotion est trop forte, qu'on en a marre, qu'on est fatigué, qu'on est triste, qu'on est en colère, et qu'on a ce réflexe, c'est ok. Le but, c'est pas de vous enlever quelque chose qui vous fait du bien, entre guillemets. Mais par contre, de ne pas y passer des heures. C'est-à-dire qu'au moment. En fait, c'est comme si ça vous permettait de mettre pause. Par exemple, souvent, les couples que j'accompagne, me dit souvent, on n'a pas le temps pour avoir des moments à soi parce qu'enfin le soir, quand les enfants dorment et tout, ou en fin de journée on est fatigué, chacun va sur ses écrans. On fait voilà, des choses séparées. Et c'est ok, et je juge absolument pas ça parce que ça veut dire qu'en fait c'est comme un sas de décompression. Vous imaginez, on était dans l'espace et tout, avant d'arriver de revenir dans la navette, on va passer par un sas de décompression. Sauf que vous y faites pas votre vie dans le sas de décompression, on est censé y passer juste, c'est un lieu de passage en fait. Le souci c'est qu'il y en a qui restent longtemps dans ce lieu de passage. Et en fait c'est ça qui est intéressant. Alors tout a été fait pour qu'on soit happé hein, par le truc, hein, on est d'accord, donc ça a été très très bien pensé, vous imaginez bien. Sinon le monde n'en serait pas là, c'est qu'ils ont bien compris le système, comment fonctionnent les êtres humains. Hein. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme si je mettais pause dans ma vie parce que ça abaisse les interactions, ça permet de focaliser mon attention sur quelque chose et ça permet peut-être de mettre off. Et ça peut faire du bien. Mais ce n'est pas épanouissant et ça ne remplit pas la batterie. Donc à un moment donné, il faut savoir se dire, ok, là je repars dans ma vie, je fais vraiment quelque chose pour remplir ma batterie. Ça vous parle ce que je dis ou je suis pour certains totalement à côté de la plaque? C'est possible, hein, on est tous différents. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est ça. Mais oui, je viens de prendre une grande respiration. Être seule, oui, c'est parfois difficile de s'apaiser. J'ai besoin d'être seule. Être seule, tout à fait. Je suis soignante aussi dans un milieu précaire, donc surmenage.
Et quand je sors le week-end avec des amis, je ne me sens pas reposée. C'est ça. Après, enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous passiez tout votre temps seul, hein, mais parce que c'est très c'est épanouissant malgré tout d'être voilà, en relation avec d'autres personnes, d'échanger. En fait, c'est une sorte de nourriture intellectuelle aussi. Donc, c'est important, bien entendu, mais il faut que vous trouviez, vous, votre propre équilibre, en fait. Et ça ne sera pas l'équilibre de l'autre. Coucou Laetitia. Laetitia Alroux-Sofro. Vous savez, c'est justement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait l'atelier enfants et ados atypiques, dont je vous parle toute cette semaine, puisqu'il y a la promotion jusqu'à la fin de la semaine dessus, et qui est spécialisée dans la sophrologie ludique. D'ailleurs, j'avais fait un live avec elle, je ne sais pas si vous l'avez vu, où elle donne des petits tips justement. Alors c'est intéressant parce que je me souviens lors de live, j'avais dit, moi, avant de te rencontrer, Laetitia, enfin avant qu'on échange sur la sophrologie, j'avais une image de la sophrologie assez, je sais pas, peut-être de l'époque, je sais pas, mais je me rappelle que ma mère m'en avait fait faire lorsque j'étais enfant, et le sophrologue, c'était, on s'allonge à même le sol, et je devais juste apprendre à respirer. J'avais quel âge? Je devais avoir 11-12 ans. Clairement, ça me parlait pas du tout. En plus, apparemment, il faisait que dire que je respirais mal. Génial. Genre, en plus, alors j'avais pas forcément confiance en moi, et en plus, une chose qui a priori paraît simple, je ne savais pas le faire. Je respirais mal et ça m'avait totalement, enfin, c'était horrible. Donc j'avais un peu cette image de la sophrologie. Heureusement, je vous le dis, Laetitia, c'est pas du tout ça ce qu'elle propose. Il y a énormément, et j'adore les exercices ludiques. Tu sais, je fais beaucoup avec mes fils. Il y a pas mal d'exercices que je fais avec eux et ils adorent ça. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que mon plus grand, c'était quand il y a quelques jours, j'ai oublié de te le dire, Laetitia, désolée. Mais à un moment donné, il y avait alors le petit troisième, parce que je dis pas les prénoms, mais le petit troisième, il a cassé la structure du deuxième. Et en fait, donc c'était la crise, forcément. Et donc, c'est mon aîné qui a proposé un exercice de sophrologie de manière naturelle à mon second, avant même que j'arrive, parce que j'entendais les cris, je me disais, il faut que j'y aille. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste incroyable, comme quoi les outils, lorsque ils sont ludiques et que les enfants, en fait, parce qu'on ne suit pas l'exercice au mot près, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les exercices qu'on propose, et ça c'est important de le redire, parce que, pareil, dans mes livres, je vous donne souvent des petites astuces dans mes ateliers, tout ça. Le but, c'est vraiment pas d'adapter l'enfant à l'exercice, mais l'inverse. Et là, mon fils, en fait, lui a pas redit avec les mots exacts, forcément. Mais ça a marché et c'était vraiment trop chouette à voir. Donc bon, bref, c'était la parenthèse. Les larmes me viennent rien qu'en vous écoutant. Oh, et ben je suis dans l'hyper-empathie parce que je comprends. Je comprends à quel point ça fait du bien aussi. Déjà de ne pas se sentir seul parce que qu'il y ait des mots sur ce qu'on ressent et de se dire mais elle aussi elle ressent ça, mais il y en a d'autres qui ressentent ça. Mais alors si d'autres ressentent ça, c'est peut-être normal ce que je ressens. Et je crois qu'il y a justement tout un processus de s'apporter cette légitimité. Et ça commence parfois par ça. Après, au fur et à mesure du temps, on se l'apporte soi-même. Mais je comprends. Les mots résonnent. Merci pour les exemples concrets. Mon fils de 8 ans déclenche des crises d'angoisse récentes. On nous parle HPI, HPE. Alors, je ne peux pas te répondre là-dessus. Ce ne serait pas déontologique de dire oui, bien sûr. Pas du tout. Il faut passer des tests, ou en tout cas, il faut qu'un spécialiste de la question s'entretienne avec toi, voit ton fils et puisse effectivement creuser cette piste-là. Parce qu'effectivement, lorsque on a un haut potentiel intellectuel, émotionnel, ou en tout cas qu'il y a des atypies, ça explique en fait certaines causes, mais ça ne les résout pas. Mais en tout cas, ça les explique et on peut trouver davantage des solutions qui vont aller avec les atypies. C'est vrai que c'est pour ça que je reçois, mais je pense tous les jours, mais je ne sais pas combien de messages, de personnes, de parents qui se sont totalement désœuvrés parce qu'ils ne trouvent pas de professionnels qui déjà connaissent les atypies, mais même qui le prennent en considération. Mais c'est terrible parce qu'en France, quel retard on a. Je veux dire, on est encore au stade, alors je suis un peu agacée quand je parle de ça, je suis désolée, vous allez le sentir du coup, mais on est encore au stade de se dire, est-ce que ça existe? Non mais, c'est dingue, je trouve ça dingue.
vivant au Royaume-Uni, mais déjà je m'intéressais énormément à ça parce que j'avais fait la formation d'Hélène Aron, donc je voyais mais l'avance qu'ils ont dans ce domaine et j'ai pu le voir en pratique et j'en avais parlé, vous avez fait je crois une petite réelle là-dessus, mais lorsque mon bébé il avait 12-15 mois, je sais plus, il faisait que pleurer, on ne trouvait pas, il prenait pas de poids et c'est vraiment, ça m'inquiétait et du coup on allait voir les médecins pour comprendre. Et une des questions pour faire le diagnostic, c'était est-ce que vous ou votre mari, vous êtes surdoué ou hautement sensible? C'était une question basique pour eux. Mais tous les médecins, on en a vu plusieurs, parce que comme on était en mode nomade, bon, ben, du coup, parfois, c'était pas forcément évident, mais ça faisait partie intégralement de la manière pour eux d'analyser la situation. En France, mais en France, déjà, dès qu'on parle de ça, mais on a la moitié des professionnels, voire le plus, qui disent non mais n'importe quoi, encore un moyen de se faire de l'argent, c'est du marketing, ça n'a pas été prouvé. Mais si ça a été prouvé, mais le problème c'est que ces gens-là, ils lisent pas l'anglais. Déjà, ils lisent pas, je pense, les recherches en français qui ont été faites ces dernières années, mais encore moins l'anglais. Donc forcément, ils se disent que c'est pas prouvé. Mais des recherches scientifiques sur le sujet, mais il y en a tellement, mais tellement depuis plus de 30 ans en fait. Donc bon, j'espère qu'on va faire bouger les choses. J'y crois. J'ai envie d'avoir un enfant, mais peur de ne pas savoir gérer mes tempêtes et les siennes. Alors ça, de toute façon, des peurs, en tant que parent, on en a plein avant, on en a plein après. Donc, il y aura des moments où tu les géreras pas. Déjà parce que ça se gère pas. Et ensuite parce qu'être parent, c'est comme faire un couple. C'est pas toujours facile. Et je pense que si on part du postulat que ça doit être toujours calme, on ne vit pas, ça sert à rien. La vie, elle n'est pas faite comme ça. En plus, on grandit avec nos enfants. Moi, j'ai encore des petits bouts. Le plus grand va faire 7 ans, c'est encore petit. Je ne sais pas ce que c'est l'adolescence, je ne sais pas ce que c'est d'avoir des enfants de 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai pas du tout cette expérience-là. Donc, on avance avec nos enfants. C'est pas pareil d'avoir aussi un enfant, 2 enfants, 3 enfants, des triplés, des enfants avec certaines atypies, pas d'autres. Bon. Mais il y a des fois où tu en auras marre, des fois où tu seras fatigué, des fois où tu te dis, il n'y a pas un moyen de le mettre dans un placard, de le retrouver plus tard ou de l'envoyer quelque part. Ou bien moi, peut-être je vais faire mes valises et partir quelques semaines. C'est normal en fait, c'est totalement normal. Et en plus, avec la parentalité, on a de nouvelles peurs qu'on n'avait pas avant. Parce qu'en fait, on ne pensait pas pouvoir aimer autant. Donc ça aussi, c'est très très beau. Mais en fait, c'est comme dans toutes les relations humaines, il y aura des moments où il y aura des tempêtes. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin du tout d'être une mère parfaite. Absolument pas, et loin de là. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils n'ont pas besoin de ça. Regardez autour de vous, ou même réfléchissez aux parents vous que vous avez eus, ou des exemples que vous pouvez avoir autour de vous. Les gens les plus épanouis n'ont pas eu de parents parfaits, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Alors bien sûr, il faut travailler sur soi aussi. Hein. Le but, c'est pas de rester dans ses prérequis, dans ses préjugés. Mais je crois que les personnes atypiques, en général, sont des personnes justement qui se remettent beaucoup en question, peut-être parfois trop et mal, dans le sens où ce sont les autres qui vont les faire douter d'eux-mêmes. Mais en soi, ils ont toutes les compétences pour se remettre en question et être de bons parents. Si de bons parents, ça existe, en tout cas. Parce que ça dépend aussi des enfants. Hein. Je suis peut-être pas une mauvaise maman pour mes enfants, mais peut-être que j'en serai une mauvaise pour d'autres. Hein. Allez savoir. Et peut-être que mes propres enfants feront 40 ans de thérapie en disant que j'étais la pire mère du monde. Bon, je leur dirais que j'ai fait le max que j'ai pu. Très bien dit, Elodie. Merci, je sais pas de quoi, mais merci. Tu as des conseils sur comment lutter sur la somatisation de toutes ces émotions. J'ai l'impression d'être calme, équilibrée, mais je ressens tout le temps des douleurs qui seraient leur expression. Ça me fait penser, tu sais, à l'image du canard qu'on voit souvent calme au-dessus de l'eau et puis qui pédale frénétiquement au-dessous. Ça, c'est la somatisation, c'est comme un peu les maladies auto-immunes. C'est un sujet un peu compliqué et on se rend compte qu'effectivement chez les atypiques, alors là c'est encore, je dérive un peu, mais il y a souvent des maladies sans diagnostic. Et souvent, on est face à des médecins qui disent c'est dans votre tête. Oui, enfin en attendant, il y a quand même des symptômes. Je vous encourage à suivre le compte si vous ne le suivez pas de Chloé Invisible, qui est du blog Chloé Rayure et qui fait de superbes illustrations et qui parle beaucoup des maladies invisibles là-dessus, qui sont très intéressantes parce que ça touche beaucoup d'atypiques. Et encore une fois, alors là, ça fait lien d'après les dernières lectures que j'ai faites, mais de notre premier cerveau, les intestins.
Et c'est le cerveau des émotions. Donc, il y a pas mal de choses là-dessus et je ne suis pas la plus pertinente pour en parler. Je pense que les naturopathes, par exemple, les nutritionnistes, les sophrologues aussi, les kinésios, il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont, je pense, très intéressants. En fait, ce sont des pistes très intéressantes. Il y a aussi la médecine chinoise. Faut pas hésiter en fait lorsque ça part voilà sur de la somatisation, tout ça, les maladies. Alors moi, je suis pas du tout médecin, j'ai pas du tout cette connaissance-là. Je passe beaucoup la main là-dessus, mais il y a beaucoup de choses en fait positives en ce sens et à creuser, surtout lorsqu'on est hautement sensible. Euh, une anecdote très personnelle. Enceinte, souvent je dors très mal, j'ai le sommeil très agité. En fait, je fais beaucoup de rêves, pas de cauchemars, mais beaucoup de rêves, et donc j'ai toujours la sensation pendant ces périodes-là de pas dormir. Voilà. Et donc, je crois que c'était lors de ma deuxième grossesse, j'étais allée voir quelqu'un spécialisé dans l'acupuncture, je crois que je le dis bien, et pour les femmes enceintes. Et en fait, mon hypersensibilité kinesthésique a fait que quand elle m'a piqué, alors que c'était une grande professionnelle, hein, voilà, et qui connaissait le sujet, il n'y a pas de souci, j'ai hurlé, alors que c'est pas censé faire mal, mais hurlé, j'ai cru qu'elle m'avait transpercé. En fait, voilà, donc elle était vraiment très désolée. Et donc, bon, elle a vu que c'était, voilà. Et je sais plus comment elle m'avait fait des petits tests pour de toucher. Effectivement, elle s'était rendue compte que j'étais très sensible. Et en plus, certainement qu'avec les hormones de la grossesse, j'étais encore plus sensible. Au final, elle avait essayé plein de choses et notamment, alors peut-être il y en a qui s'y connaissent, mais c'était une petite graine à coller là avec un sparadrap. Et en fait, je suis pas du tout allergique à la colle du sparadrap, mais alors là, c'était une catastrophe en fait, enceinte. Ça avait fait des boutons et tout. Et donc du coup, on avait trouvé un autre moyen pour mettre juste la petite boule comme ça, que je la fasse tourner. Ça devait apparemment apaiser mon sommeil. Genre, je sais plus exactement où, hein, je vous montre comme ça, mais et alors, c'était juste impossible pour moi. Même ça, c'était. J'avais l'impression. Et là, rien que d'y penser, en fait, je ressens cette petite boule et c'est insupportable, en fait. C'est vraiment. Ah là là, ça va me rester. Vous ressentez aussi. Mais du coup, voilà. C'est pour dire que il faut trouver des professionnels qui comprennent ça et qui vont le prendre en considération. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Lorsqu'il y a somatisation ou d'autres maladies comme ça, il ne faut pas hésiter à dire en fait je suis très sensible. Moi je me rappelle pendant des années c'était compliqué parce que jusqu'à trouver la généraliste que j'aimais bien, je lui disais non mais les médicaments ça va pas le faire quand je suis malade, vraiment pas. Parce qu'un Doliprane m'assomme, c'est-à-dire que on me donne un Doliprane 500, je dors, ça m'assomme. Je suis très sensible voilà, à tout ça. Donc les médecines douces peuvent effectivement beaucoup aider. Je ne sais pas si tu as essayé. Est-ce que rendre service des services récurrents pour aider les autres, est-ce que l'on prend la raison de l'autre? Je ne sais pas si je suis claire. Vidéo potentielle. Si vous ne connaissez pas son compte, il est très chouette. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. On peut rendre plein de services. Moi, j'en rends tout le temps et je pense que c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, ça dépend. Ça dépend dans quel rôle on se met. Attention au triangle de Karpman, qu'on ne soit pas le sauveur de qui que ce soit pour pas enfermer les gens dans un rôle de victime et devenir un bourreau. Ça, c'est important. Et après, ça dépend quel service on rend, en fait. Tu vois, ça dépend quel rôle on se donne et comment on le vit. En fait, c'est vraiment... ça dépend. Oui, mes enfants vivent leurs émotions intensément, ce n'est pas facile en tant que parent. Ben oui, c'est sûr. Oui, le temps partiel n'est pas facile à obtenir. Alors, attends, je sais que beaucoup l'ont bien vécu quand même d'être justement à la maison. Alors, ça dépend aussi. Ça, c'était un peu le piège quand même. Être à la maison avec les enfants. Moi, on me demande souvent comment je travaille à la maison avec les enfants. Mais je ne suis pas seule à la maison. Alexis, il est là. Si je suis dans une pièce avec mes enfants, je ne peux pas travailler. Enfin, je suis pas une machine. Enfin, sinon, à un moment donné, on s'énerve. C'est chut, attends, je fais un truc. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas possible. Ou bien c'est juste checker ses mails rapidement ou des choses comme ça. Et encore, je suis vraiment multitâche. Donc, non, ça c'était vraiment le piège. Hein, le truc, vous pouvez travailler de chez vous, mais vous avez vos enfants. Bah, non, en fait, c'est pas possible. Soit tu délaisses l'un, soit tu délaisses l'autre. Mais par contre, je sais que pour ceux qui avaient la possibilité de travailler chez eux, ça leur a fait du bien. Il y en a beaucoup qui regrettent justement que ça soit pas forcément possible. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais on m'a fait comprendre que certaines entreprises ne voulaient plus justement le télétravail dorénavant. Donc, et que beaucoup trouvaient ça dommage.
Mm, mm. Aller sur les réseaux sociaux me fait souvent prendre conscience que je suis en train de perdre mon temps. Les réseaux sociaux sont malheureusement pensés pour ça. Alors oui et non. Alors moi, ça serait le comble de l'ironie si je vous disais ça quand même. Ça serait pas très honnête. Alors moi, j'utilise pas les réseaux sociaux trop à titre personnel, j'avoue, mais peut-être parce que je suis tellement dessus à titre pro que quand j'ai enfin du temps de dispo, j'ai envie de dire, j'ai envie de lâcher mon téléphone, forcément. Donc, j'ai jamais connu ce truc de j'ai un moment pour moi, je vais aller sur le téléphone. Puisque c'est plutôt l'inverse. Je travaille sur le téléphone, donc quand j'ai un moment pour moi, j'enlève le téléphone. Donc, c'est une dynamique différente. Cependant, des fois, en fait, ça dépend ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Des fois, on a envie de léger, c'est normal. Et parfois, on a envie d'autre chose. Et, je pense qu'il faut le voir comme un loisir, ni plus ni moins. Mais c'est difficile. Hein. En fait, moi, j'ai 34 ans et j'ai grandi quand j'étais jeune sans réseaux sociaux. On a commencé à avoir les ordinateurs, je devais avoir au collège. Ouais, c'est ça, au collège, on avait les cours de technologie. Je sais pas s'il y en a qui sont de cette même génération, mais... Et je me dis, c'est fou, je suis certainement, alors en parlant de génération, une des dernières générations à avoir grandi sans réseaux sociaux. Mais ça veut dire une des premières aussi à apprendre à comment se servir des réseaux sociaux. C'est quand même très particulier parce que il faut avoir le recul nécessaire. Et encore, moi, je suis vraiment de l'autre côté. C'est-à-dire que le petit monde d'Instagram, notamment, tout le monde se connaît. On connaît un peu les cancans de tout le monde, même si les gens qu'on ne les connaît pas. C'est assez drôle. Et je pense que ça permet de prendre beaucoup de distance. Je ne sais pas si vous, de l'autre côté, sans être là-dedans, vous pouvez prendre la même distance. Parce que du coup, pour moi, c'est facile de ne pas me comparer, c'est facile de me dire que tout ça, c'est pas forcément la réalité, parce que je connais les dessous, en fait, je connais derrière le rideau ce qui se passe. Je pense qu'il y en a beaucoup, de plus en plus de comptes qui le disent, qui l'expriment, mais c'est pas toujours si clair. Donc je me demande comment vous le vivez de l'autre sens. Oui, ça serait intéressant d'en parler. J'ai fait une story réseaux sociaux, en story permanente, si jamais ça vous intéresse, parce que je me suis dit comment on peut se protéger tout en les utilisant comme un outil positif, parce que clairement, ça peut être super positif. Ça me parle, oui, ça me parle. Bon, je suis contente. Ça me parle aussi. Euh, Eh oui, mais l'avantage c'est qu'effectivement aujourd'hui je me rends compte que je scrolle quand je vais moins bien, mais une fois qu'on le sait, on peut s'accorder. C'est ça, ce réflexe de scroller, je sais pas trop, en fait j'arrive pas à l'analyser, je sais pas si vous avez essayé d'y réfléchir, c'est ça qui est intéressant quand on est comme ça, souvent hypersensible, c'est qu'on peut se passer un peu la balle de la réflexion et puis nourrir et faire une sorte de brainstorming là-dessus, mais ça serait hyper intéressant que vous me partagiez voilà, les réflexions que vous êtes fait. Pourquoi avoir ce réflexe? Pourquoi on a ce réflexe? Alors moi je me dis, comme ça, hein. Il y a la simplicité d'accès. C'est comme la nourriture. Enfin, en tout cas, dans notre société, hein. On ne vit pas dans un pays où effectivement c'est plus compliqué. Mais c'est accessible facilement. Moi, je me dis que ça permet aussi de mettre le cerveau en pause, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à réfléchir. Au niveau des émotions, ça met pause, ça met off. Et quand on est trop plein, on a besoin d'être soulagé immédiatement. Mais c'est logique. Par exemple, si je me brûle et que j'ai chaud quelque part, le réflexe, c'est de le mettre avec du froid, de l'eau froide en fait. Hein. Ça va pas soigner la brûlure, mais il faut arrêter en fait la brûlure d'une certaine manière. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et puis, c'est surtout autorisé. C'est-à-dire que personne ne va vous en vouloir de prendre votre téléphone, c'est pas interdit. Tout le monde le fait. Donc, ça rajoute le côté simple d'accès. Contrairement par exemple à certaines drogues, s'il y en a voilà, qui sont peut-être moins accessibles. Et puis c'est comme la nourriture par exemple, c'est quelque chose qui est jugé dans notre société parce qu'on est énormément porté sur le physique. Et donc bon, il y a des idéaux comme ça. Par contre, si vous avez une addiction au sport, personne va vous dire, on va rien vous dire, ou une addiction au travail, ça sera plutôt vu positivement. Il y a des choses comme ça qui sont voilà. L'écran, ça dépend avec qui on vit. Moi, je sais que c'est pas très bien vu par Alexis. Alors, j'ai la chance, je mets ça entre guillemets, mais c'est vrai. Alex, il n'est pas du tout téléphone, il n'a pas les réseaux sociaux, il n'aime pas du tout ça. C'est pas qu'il n'aime pas ça, c'est que en tout cas, ça ne l'attire pas et ça ne lui parle pas. Et moi, je trouve que c'est une chance parce que comme je travaille avec, ça me permet d'être vraiment avec quelqu'un qui va prendre beaucoup de distance
et qui va me permettre de distancier vraiment ça. Je pense que ça serait peut-être plus dur, je sais pas, hein, parce que j'ai pas fait l'expérience avec un conjoint qui serait là-dedans, mais c'est plus facile pour moi de décrocher du coup et de prendre de la distance, parce que lui, il est pas du tout comme ça. Pendant très très longtemps, d'ailleurs, il a eu un téléphone, genre vous savez, les Nokia 3310 vieux comme pas possible, qui faisaient absolument rien. Pendant très très longtemps, il a eu ça. Et ça lui allait très bien. Donc bon, voilà. Mais pourquoi? Mais parce qu'il sait justement qu'il peut très vite plonger. Là maintenant ça va, mais pendant très longtemps ça a été un moyen d'éviter justement ça. Bon bref. J'aime me changer les idées en allant voir des choses positives sur internet, apprendre des choses ou regarder les World's Game en live. Je sais pas ce que c'est. J'adore regarder la fontaine de Tréville de nuit tellement reposant. Ah d'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Tu vois, je ne connaissais pas du tout. Merci Sabinou. Le gouvernement, je suis d'accord. Et c'est un sur téléphone également bien choisir ce qu'on y fait et pour que ça reste positif. C'est ça. En fait, on dit souvent un outil c'est comme un couteau. On peut s'en servir pour découper, pour se nourrir ou pour blesser. Donc en soi, on peut dire un peu la même chose du téléphone. Les temps partiels sont, je valide totalement. On peut imaginer que pour les enfants et ados, ce soit si difficile ces longues journées en cours. Oui, alors ça c'est vrai. J'ai eu une discussion avec l'une d'entre vous, enfin je ne sais pas si elle est lors de ce live, mais de dire, mais en fait on oublie souvent que nous, adultes, on peut essayer, hein, pas toujours, voilà, mais adapter notre vie à nos besoins. Les enfants, non. Les enfants, en fait, on choisit beaucoup de choses pour eux. Bon, bah, c'est comme ça. Mais du coup, c'est à nous, en tant que parents, de faire attention à leurs besoins pour essayer d'adapter au mieux, en fait, leur vie à leurs besoins. Alors, c'est pas toujours facile, hein, attention, je dis pas que oui, alors là, il faut faire ça, tout ça, et non, tombe pas dans le cycle « Oh, je n'y arrive pas, je culpabilise », absolument pas, parce que, en tout cas, entre la théorie et la pratique, il y a deux mondes, hein, on en est bien conscient. Hein. Mais c'est vrai que le garder à l'esprit, ça permet peut-être cette tolérance et cette bienveillance, en se disant, je pense notamment aux enfants TDAH, avec pas mal d'exemples avec des parents que j'avais accompagnés, où l'enfant, on lui demande d'être assis toute la journée dans une classe. Physiologiquement, c'est impossible. Donc là, on lui vide totalement sa jauge d'énergie à cet enfant. C'est quelque chose dont je parle beaucoup aussi dans l'atelier justement. Donc je ne vais pas trop dire ce que j'ai mis dans un atelier, bien sûr, parce qu'en plus ceux qui l'ont, ça va être que des redites. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, comment je fais alors ? Certes, on ne peut pas agir forcément à la classe, et quoique, je vois qu'il y a de plus en plus de classes où, par exemple, ils proposent, vous savez, les ballons là, gonflés où on peut s'asseoir dessus. Donc, il y a certains profs, certaines classes, certaines écoles qui sont très sensibilisés à ça et qui sont OK, en fait, pour trouver des solutions. Donc, quand même, ça existe, et merci à eux, il faut bien le dire, merci. Il y a énormément de personnes engagées pour que les enfants aillent bien, heureusement. Mais il y a aussi des règles qui sont légitimes ou pas légitimes, je ne sais pas. Je ne travaille pas dans le système scolaire, donc c'est compliqué d'avoir un avis là-dessus, et donc j'en ai pas. Mais pour qui ça peut être compliqué de mettre des choses en place. Et pour autant, on peut trouver des solutions, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que souvent, vous connaissez ce casse-tête des 9 points? Non? Vous mettrez sur internet casse-tête des 9 points, vous comprendrez mieux. Mais il faut souvent prendre du recul pour voir qu'il y a une solution. Si on est focus sur le cadre des 9 points, on ne résout pas le casse-tête. C'est impossible. Il n'y a pas de solution. Et donc, si on reste focus en disant « j'ai pas le choix, l'école veut pas », ou bien « c'est à l'école », vous allez être bloqué. Oui, dans ces cas-là, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, vous n'avez pas le choix. Mais si vous reculez en disant « Ok, l'école veut pas, moi je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais avec mon enfant ?» Et là, par contre, on ouvre le cadre de la créativité et on peut trouver des solutions. Tu as un compte à conseiller pour la sophrologie? Oui. Mais Laetitia, et je connais que Laetitia que j'aime beaucoup, donc je l'ai taguée plusieurs fois en story. Mais je crois pas que, je sais pas si t'es encore là Laetitia, mais je crois pas qu'elle alimente de trop, parce que justement elle est pas trop branchée réseaux sociaux. Mais si jamais vous avez des comptes de sophro sympas, vous les mettez là en commentaire, franchement n'hésitez pas. Parce que là comme ça, j'ai rien qui me vient et pourtant je suis sûre d'en sûre. Je sais, quelle honte. Je suis sûre d'en sûre et je me demande même si... j'ai rien qui me vient comme ça. Bon. Mais ça existe. Il y a plein de magnifiques sophrologues.
Parler d'enfants atypiques, je vais regarder. Je n'ai jamais entendu parler du terme d'enfant atypique. Alors, juste un petit récap pour les personnes qui ne me suivent pas forcément depuis le début. C'est vrai, c'est jamais évident de vous donner du contenu sur les réseaux parce que je me suis rendu compte que soit je continue dans ma lancée, j'explique un truc par rapport à autre chose que j'ai expliqué, donc les gens qui sont là depuis longtemps comprennent. Et du coup, ça les intéresse parce que ça alimente leur connaissance. Mais les personnes qui viennent d'arriver ne comprennent pas. Soit je fais un récap et je fais quelque chose de vulgarisé et d'assez, d'information, en fait, première information. Et donc là, il y a tous les autres genres qui like pas en disant « Oui, bon, ça va, on le sait. » Ben oui, mais il en faut pour tout le monde, donc c'est pas évident. Donc atypique, en fait, on utilise ce terme pour parler de neuroatypie. Donc à contrebalancer contre les neurotypiques. Alors c'est pas mieux d'être l'un ou d'être l'autre, absolument pas. En fait, c'est donc un fonctionnement du cerveau qui est différent. C'est tout. Voilà. Et on se rend compte que lorsqu'on parle des neuroatypies, on y met beaucoup de choses. Donc dedans, il y a beaucoup d'atypies différentes. Il y a effectivement la douance, donc le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel. Il y a l'hypersensibilité, donc le haut potentiel sensible. Ce sont des neuroatypies puisqu'on se rend compte que le cerveau fonctionne différemment, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il est structurellement différent pour les hypersensibles. Il est chez les surdoués. Attention, c'est pour ça que souvent les gens confondent les deux, mais non, hein, on peut être l'un ou l'autre, ou les deux, ou aucun des deux. Et encore une fois, il n'y a pas de meilleur choix. Hein. C'est pas du tout, voilà. On y met aussi le TDAH, on y met aussi le spectre autistique, les troubles 10, et certainement d'autres choses, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on est encore qu'au début de tout ça. En médecine, on n'est pas du tout formé aux atypies. Bah oui, mais tu sais, même dans les études de psycho que j'ai fait, hein, je crois qu'on avait 1 ou 2 cours sur les surdoués, c'est tout. Hein. L'hypersensibilité, absolument pas. Absolument pas. Tout ça, c'était classé dans les traumas. Donc, tu vois, vide total. Alors après, j'ai pas fait toutes les facs, voilà. Moi, j'étais sur Toulouse et Montpellier, donc voilà. Mais donc, je connais pas tous les masters en psycho, et je sais que ça dépend d'une fac à l'autre, et donc de la sensibilité du prof à amener ça ou pas dans son cours. Mais clairement, t'es pas formé, t'es obligé de te former après, une fois que t'as ton diplôme, quoi. Tout semble tellement vaste comme sujet. Et il y a tout à découvrir encore, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que souvent on me dit, mais tu n'es pas lassée d'être dans ce domaine-là depuis autant de temps? Et j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, comme il est très novateur, j'ai l'impression d'en apprendre tout le temps. J'ai 2 ados atypiques à la maison. Je ne sais pas ce que c'est encore d'avoir des ados atypiques, mais j'ai beaucoup de retours. Bah oui, ça doit être bien, bien intense, mais c'est beau aussi, c'est fort, c'est bien. Avoir un enfant m'a tellement appris sur moi-même, j'ai l'impression d'être enfin... Oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment ne pas transmettre nos peurs à nos enfants? En les travaillant, forcément, et en les verbalisant. Tu sais, des fois, il suffit juste de dire aux enfants, moi j'ai peur, mais c'est ma peur. Un exemple tout bête, mais quand un enfant fait quelque chose, alors qui n'est pas dangereux, hein, parce que là, effectivement, la peur, elle est un peu légitime. Mais ça, c'est subjectif. Il y a des choses où, par exemple, pour Alexis, c'est pas possible, ça le stresse. Et moi, je suis très relax. Et certainement inversement, c'est juste que là, je pense à un exemple concret, mais du coup, je sais qu'Alex ne peut pas. Et du coup, il va le dire, il va dire non, mais tu vas le faire avec maman parce que moi, ça me fait peur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais moi, ça me fait peur. Et donc, l'enfant comprend que c'est la peur de quelqu'un d'autre, c'est pas la sienne. Donc, des fois, voilà. Je vis en Espagne et c'est encore un cran au-dessous par rapport à la France. C'est vraiment dur à vivre, surtout pour les enfants. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je connais pas, enfin, je connais l'Espagne, j'y suis allée, tout ça, mais je n'y ai jamais vécu, donc c'est pas la même chose. Et oui, j'imagine que ça doit être... fatigant. Non mais moi je suis amoureuse du Royaume-Uni. Enfin, je veux dire, on y allait souvent en vacances et on a toujours dit qu'on voudrait y vivre pour les enfants. C'est pas parfait, hein, c'est pas le paradis, hein, je vous le survends pas. Il y a des choses qui sont moins bien qu'en France. De toute façon, chaque pays a ses plus et ses moins, entre guillemets. Mais justement, essayons de nous tirer tous vers le haut en prenant un peu partout ce qui se fait, quoi. Mais ils ont une telle avance en matière de bienveillance et de tolérance des différences, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 200 ans d'avance, quoi. C'est juste incroyable. Je veux dire, tout ce qui est mis en place, même au sein des écoles. Alors, moi, je pourrais pas parler de ça parce que, à titre personnel, je n'y mets pas mes enfants. Mais Flavia, c'est un compte, c'est
c'est ma voisine, enfin ma voisine pas directe, mais c'est grâce à elle qu'on a trouvé une maison ici en Écosse. Et on a aménagé au Royaume-Uni à peu près en même temps. Elle, c'est une maman de 5 enfants et donc elle en a 4 d'entre eux qui sont à l'école. Elle en parle sur son compte Une famille en Écosse. Donc si jamais vous pourrez lui poser les questions, mais enfin, elle nous raconte souvent comment ça se passe pour ses enfants ici. Et on se dit souvent avec Alexis, si nos enfants veulent aller un jour à l'école, mais aucun souci. Je veux dire, on serait tellement serein en fait, chose où on n'aurait pas été en France, quoi. Ou en tout cas, on aurait cherché l'école, où on en a, enfin bon, voilà. Après, il y a des écoles incroyables en France aussi, hein. Mais on a un peu l'impression qu'il faut la trouver. Tandis qu'ici, bah, c'est l'école d'à côté, quoi. C'est très simple. Je pense que, oui, bien sûr qu'il doit y avoir des maltraitances, il y a tout ça. De toute façon, ça existe n'importe où, malheureusement, mais c'est tellement minime, enfin c'est... Oh, non, mais il y a un tel écart, c'est dingue. En plus, on est à côté, je veux dire, c'est pas un pays à l'autre bout du monde quand même. Donc on se dit, mais c'est fou cette différence. Je me suis aperçue que j'étais atypique et je suis atteinte. Il semble que les maladies chroniques soient assez fréquentes chez la HPI. Oui, on ignore pourquoi. On ignore totalement pourquoi. Je sais pas si Chloé Rayure en avait parlé. Je sais que j'en ai déjà parlé avec elle parce que ben justement, comme elle tient le compte aussi de Chloé Invisible, ben forcément, elle recueille pas mal de témoignages en ce sens. Et même dans ma formation, s'il y en a qui veulent être formés sur les HP et une formation de bon niveau, c'est Fabrice Michaud que je vous recommande sur son site HPI Talent. Et il en parlait beaucoup, mais il n'y a pas d'études en fait à ce jour là-dessus. C'est surtout des observations en fait. Et surtout des errances médicales. C'est-à-dire que beaucoup de HP disent « je suis en errance médicale », en fait, il n'y a pas de diagnostic. Et ça, c'est compliqué. Je ne le vis pas à titre personnel, donc je ne peux effectivement qu'imaginer à quel point ça peut être compliqué. Comment je sais que mes enfants sont atypiques ? Bon, alors déjà, je connais bien le sujet, ça aide. Et après, parce qu'il y a beaucoup de signes, plein de choses. Ils n'ont jamais passé de test, parce que moi-même, je leur ai pas fait... Alors, je pourrais pas, moi, leur faire passer des tests. Je trouverais pas ça... non, c'est pas possible d'être à ma place à moi. Mais voilà, j'ai d'autres collègues qui connaissent aussi bien le sujet que moi et qui ont vu mes enfants et et qui on en a parlé, tout ça. Alors moi, j'ai jamais eu... Il n'y a pas un besoin de faire passer les tests parce que comme ils vont pas à l'école, je m'en fous un peu. En fait, ils n'ont pas besoin de rentrer dans certaines cases, en fait. Donc, il n'y a pas besoin, par exemple, de légitimer un comportement ou de leur faire passer un saut de classe. C'est pas, voilà. Donc, c'est pas utile. Si un jour, eux, ils veulent en passer un, ils le feront à titre personnel, mais sinon, il y a énormément de signes. J'en parle. Alors, soit il faut aller, là, ça serait trop long à expliquer, mais soit il faut aller sur mon compte Instagram, regarder, il y a énormément de posts sur le sujet. Soit je vous encourage à prendre l'atelier enfants et adolescents, parce que dedans, en fait, j'y explique tout. De la naissance à l'adolescence, tous les signes avec voilà, des pré-tests. Alors, ce ne sont pas les tests officiels, mais vraiment toutes les caractéristiques, mais des bébés qu'on peut voir aussi. Maladie chronique auto-immune, ah oui, ça parle à beaucoup. Je suis vraiment désolée pour vous parce que je ne peux qu'imaginer à quel point c'est compliqué, hein. Audrey, j'avais fait le lien avec les médicaments. Moi aussi, je suis très réactive Oui, bah voilà, c'est ça. Alors après, je sais pas... je sais que mes parents, en fait, étaient médecins. Et pour le coup, eux, ils n'étaient pas forcément pour la médication. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas donner médicaments. et donc, j'en ai très peu pris aussi, enfant. Donc, au final, certainement, mon corps ne s'est pas habitué aussi à certaines molécules. Ce qui fait que ça agit rapidement et très vite. Mais je suis jamais malade. Franchement, jamais. Bon, ça peut m'arriver, mais voilà. On avait MSN nous le dit, c'est... Oh là là, mais je remonte dans vos commentaires, je suis désolée, mais oui, c'est vrai. Avec les whiz. C'est vrai, mon Dieu. Oui, bah voilà, c'était le début des réseaux sociaux. Hein. 45, je n'avais pas d'ordi portable ou réseaux sociaux. Voilà ça, et tu t'en es très bien sorti, Soso, je suis persuadée. Comme quoi. Hein. Les réseaux sociaux est une manière de... la voie professionnelle. Alors, je vais essayer de... Je pense que... En plus, il se fait tard. Il a un smartphone que depuis mars. Mais il y a pas mal d'atypiques aussi qui sont pas du tout
Moi, j'en rencontre souvent, mais plutôt dans les associations, et du coup, ils me connaissent pas forcément. Et moi j'aime bien. Moi, j'aime bien vivre au Royaume-Uni pour ça, parce que je serais très mal à l'aise qu'on me reconnaisse dans la rue ou quoi. Je suis pas du tout. Moi, je rêve pas d'être une star. Hein, il faut le savoir. Je suis bien dans mon petit monde. Donc, du coup, mes amis qui me connaissent depuis longtemps, ils en reviennent toujours pas que je sois sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je comprends pas non plus, mais bon. C'est un conte merveilleux. Oui, c'est vrai. S'éveiller simplement, c'est un conte vraiment incroyable. Euh, Est-ce qu'on ne confond pas parfois hypersensible et émotion refoulée et qui déborde? C'est pas la même chose. J'en parle souvent. En fait, il faut pas confondre l'hypersensibilité qui est innée et l'hypersensibilité traumatique. Je te renvoie à une de mes vidéos IGTV que j'ai fait à ce sujet. Depuis quand je m'intéresse aux atypies? Vous voyez là que je fais travailler ma mémoire. Attends, on est en 2021. Euh, alors, moi, j'ai passé le test Vice. J'avais 19 ans, 20 ans. Ça remonte un peu du coup. Quand effectivement l'analyse est tombée et qu'on m'a dit que j'étais THPI, moi je l'ai pas cru. J'ai vraiment lutté contre ça. Pendant 2 ans, je voulais pas en entendre parler. Je disais que c'était n'importe quoi, que de toute façon la psy elle était incompétente et puis voilà. Ça m'a arrangé. Quand j'étais déjà avec Alexis à l'époque et je me rappelle quand il disait, mais des fois il me charriait, il me disait oh c'est parce que t'es HPI tout ça, j'arrête, ça m'énervait, enfin je m'énervais vraiment sur lui, je voulais pas en parler, hein. C'était vraiment le sujet, tu te tais quoi. Je crois que c'est à la naissance de mon fils, il avait quand même certaines particularités. Tout le monde me disait quand même, c'est incroyable et tout. Et moi, j'ai dit non, mais non. Bon, de toute façon, le premier, c'est vrai qu'on a du mal à peut-être. Bon, c'est le premier, on n'a pas de comparaison possible. En plus, on a été le premier dans notre groupe d'amis à avoir un enfant. Donc, bon, j'avais pas forcément de quoi comparer non plus. Bon, mais quand même, je devais bien admettre que c'était assez surprenant, bon, son comportement. Euh, et forcément, du coup, je m'y suis intéressée. C'est assez cliché, mais c'est vrai que c'est ça. C'est ça qui m'a fait ouvert il y a 7 ans, qui me dire, bon, quand même c'est un peu étrange. C'est un peu étrange et je me souviens d'une médecin qui était vraiment top, qui nous avait parlé des babys et qui avait mis le doigt dessus en disant, mais vous, votre mari là, vous n'êtes pas HP ou un truc comme ça? Moi j'ai dit oui, ouais, on me l'a dit il y a quelques années. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore, comme on a dit, et j'ai commencé à en parler. Et j'ai commencé à en parler à ma mère, qui m'a dit ah, mais je le savais. Alors, ah bah, ah bah, d'accord. Et comment tu le savais? Elle fait, mais quand t'étais enfant, t'as fait passer un test. Oui, mais elle fait, mais c'est pour ça que j'étais stricte avec toi. Je savais que tu pouvais faire mieux à l'école. Le truc qui n'a rien à voir, mais bon, ça date d'il y a 30 et quelques années, hein, donc forcément. Mais voilà, tu n'as pas pensé à me le dire. Elle fait non, 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 on voulait que tu vives tranquille sans ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'explique, sauf que de toute façon, la connaissance qu'on avait de la précocité intellectuelle auparavant n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Donc effectivement, je ne sais pas si ça aurait changé quoi que ce soit, enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le coup, on avait vraiment une idée qu'il y a encore aujourd'hui, hein, du préjugé premier de la classe, tout ça, rien à voir. Donc voilà, donc ça a été une grande déconstruction à ce moment-là. Et donc, en fait, en parallèle, 2 ans après, ouais, ouais, c'est ça. En parallèle, je lançais mon activité aussi en tant que médiatrice et en tant que thérapeute, puisque je venais d'avoir mon master. Et là, je me suis rendu compte que quand même les personnes que j'attirais, les personnes que j'aidais le mieux, que j'accompagnais le mieux, ben, c'était des personnes quand même avec certaines particularités. Donc il a bien fallu que j'ouvre les yeux et que je me dise, bon, clairement, si toi-même tu es atypique et que de toute façon, c'est souvent des atypiques qui viennent à toi, que tes enfants sont atypiques, bon, à un moment donné, il faut te former. Parce que j'avais envie de bien faire les choses. J'avais pas envie de transférer moi, ma façon d'être, qui est personnelle en fait, colorée avec qui je suis aussi, avec ce que je suis, sur les autres que j'accompagnais, parce qu'on est tous différents. Et je me suis dit, il faut que tu te formes, tu peux pas faire ça comme ça, enfin déontologiquement, c'est pas possible. Donc je me suis formée à ça. Donc maintenant, ben, ça fait 5 ans. 5 ans que je suis vraiment là-dedans. Euh, ok. Bon, je crois que j'ai beaucoup trop de commentaires. Euh,
je ne sais pas si les sensibilités alimentaires, intolérances font partie du même registre. Je ne saurais pas dire, vraiment. Il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, possible. Donc là-dessus, je ne me prononce pas. En étant THP, aucun prof ne t'a proposé de sauter de classe. Non, 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 non. J'étais pas. J'étais vraiment bonne élève à l'école, mais après, c'est un peu particulier parce que j'ai un parcours familial assez douloureux. J'en avais déjà parlé, donc c'est pas un secret, mais mon père était alcoolique, il était violent, vivait beaucoup de choses difficiles à la maison. L'école, c'était une grande souffrance pour moi. En même temps, j'étais mieux à l'école qu'à la maison, vu ce que je vivais. Et à l'école, c'était compliqué le relationnel, parce que j'ai aussi voilà, des caractéristiques, en fait. C'est souvent le cas quand on est THPI, mais autistique. Et du coup, le relationnel est encore pour moi une énigme. Je pense un peu moins, parce que j'ai compris certaines règles. Mais du coup, genre par exemple le vouvoiement, j'arrivais pas à vouvoyer les profs, je comprenais pas puisqu'ils me tutoyaient. Pourquoi je devais les vouvoyer? Il n'y avait pas de logique. Et du coup, je faisais plein de bourdes, j'arrivais pas forcément à me faire des copines, c'était pas du tout évident. Donc forcément, il y avait un impact sur mes notes en fait, parce que ça m'intéressait pas, ça n'avait pas de sens. C'était pas intéressant ce que j'apprenais, j'étais juste émotionnellement trop écrasée par essayer de m'adapter en fait dans ce monde. Donc, alors j'ai jamais eu de mauvaise note en soi, mais voilà. Et après, j'avais pas envie de me faire remarquer, donc je faisais en sorte aussi de pas avoir de trop bonnes notes. Donc je calculais en fait, souvent je calculais ce que valaient les points et je faisais en sorte de répondre à côté à certaines questions. Ça me permettait d'avoir toujours à peu près la même moyenne. Donc j'avais pas envie de me faire remarquer en fait. J'étais vraiment pas très bien. Pour autant, j'ai pas une mauvaise vision de l'école. Pas du tout. Je pense juste que tout cumulé, c'était compliqué pour moi. Et je n'aimais pas les maths, je tiens à le dire parce qu'on croit souvent que voilà, mais il faut savoir que j'ai adoré les maths quand j'étais toute petite et quand ils ont commencé à foutre des lettres dedans, je n'ai pas aimé. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais que du coup ça m'a agacée. Dire mais pourquoi on nous met des lettres? Non, 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 non. Et du coup ça m'avait voilà. Et je n'étais pas du tout bonne en orthographe, je ne le suis toujours pas. Parce que je n'ai pas du tout la même logique. D'ailleurs, je ne trouve pas la langue française logique. D'ailleurs, elle n'est pas logique, en fait, en soi. Donc, voilà. Donc, je n'étais pas excellente à l'école. Quand on est atypique et qu'on a des enfants, la vie est plus douce en Écosse qu'en France. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Rien à voir. Rien à voir. Même dans les parcs. En France, avec Alexis, quand on avait les enfants dans un parc, on était un peu sur le qui-vive. Qui va pousser qui, que personne ne le pousse parce que je sais que ça va être le drame parce que nos enfants sont très sensibles. Nos enfants n'osaient pas aller au toboggan parce que d'autres enfants leur passaient devant. C'était un peu la jungle quoi en France. Alors après ça dépend où on va, mais c'était assez banal de voir ça. Ici, mais pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, c'est juste dingue. Non mais je vais vous vendre du rêve, mais pas du tout. Enfin, c'est pas non plus, comme je dis, c'est pas le paradis, mais déjà les parents sont avec leurs enfants. Ils sont beaucoup plus interventionnistes qu'en France. En France, les parents, allez, va jouer au parc, que je sois tranquille. Je sais pas une critique, parce que je peux comprendre. Mais il n'y a pas ça ici. Ça, le parc est un moment où le parent et l'enfant vont passer un moment de complicité, en général. Alors après, à un certain âge, les enfants jouent souvent entre eux. Donc bon, les parents se retrouvent à discuter, bien sûr, mais du coup, ils sont toujours quand même très disponibles pour leurs enfants. Et ça s'est vu, la dernière fois, on avait vu un groupe d'enfants qui fabriquaient, parce que dans les parcs ici, ce sont des super parcs par rapport en France, des super aires de jeu avec des petites trampolines, des trucs pour jouer avec des seaux, avec des sables, des petites voitures qu'on peut bouger, personne ne les vole, enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc il y avait un groupe de petites filles qui faisaient une tour de sable. Et il y avait un bébé de l'âge de 2 ans, et c'est l'âge où, enfin voilà, si vous avez des enfants, ils aiment tout casser, qui s'approchent et qui commence à vouloir casser. Et donc la petite fille, elle était triste et elle lui fait non, 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 comme ça. Et alors en France, c'est rare ce genre de choses. On aurait vu, alors qu'elle était jeune, elle aussi, elle avait 4 ou 5 ans, on l'aurait vu le pousser ou crier. Elle a fait non, 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 non. Et en fait, de suite, la mère est arrivée en une fraction de seconde et a expliqué à son enfant que ce n'était pas possible. Et lui, il avait très envie de casser la tour de sable. Et moi, je regardais cette scène. Ah, je la trouvais trop belle parce que c'est vrai qu'on a ce petit enfant qui regarde avec émerveillement cette tour. Je sais pas si vous avez une fratrie, mais je trouve ça vraiment fabuleux ce côté. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre.
June et sa fratrie, parce qu'il y a un âge où ils aiment tout casser et il y a un âge où ils aiment tout construire. Donc des fois ça crée quelques petits problèmes, mais du coup c'était vraiment beau et en fait tout est comme ça. Je sais que mes enfants, alors qu'ils se sont jamais fait vraiment d'amis dans les parcs en France, ici ils ne parlent pas encore bien l'anglais forcément, eh ben ils se sont déjà fait des amis facilement, parce que je sais pas, il y a une sorte de gentillesse, de bienveillance, genre les enfants ils se prêtent leur pelle, leur râteau facilement, il n'y a pas de souci, je sais pas, c'est... Donc oui, clairement, il y a une douceur de vivre qui font que... Et même pour nous, on se faisait la remarque avec Alexis qu'on est moins sur le qui-vive, et quand on parle voilà, de jauge d'énergie qui peut se vider, la nôtre se vide beaucoup moins depuis qu'on vit au Royaume-Uni. Merci pour ce live improvisé. Ça fait plaisir, comme quoi parfois. Euh, Ma mère aussi m'a appris une fois le test, bof, tu étais à la limite, donc non. Ouais, mais alors ça, bon, vous avez vu mon post hein, sur le 130. Hein. Mais voilà. Pareil pour les maths. Ah, c'est drôle. Vous des lettres dans les maths. Ah, mais je suis pas la seule. Ah, le haut potentiel créatif, oui, on en entend parler. On en entend parler, mais j'ai rien de concret à ce sujet. Mais il y en a beaucoup qui aiment les maths. Alexis est un vrai matheux et mon fils aîné est comme lui. Ce sont des calculettes. Ah, et alors, autant quand j'étais enfant, mais je pense que ça dépend aussi. Quand on est dans le système académique, le cerveau fonctionne plutôt comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'à force de prendre la calculatrice et tout, je me rends compte que j'ai énormément perdu. Peut-être que si je retravaillais là-dedans, que je faisais retravailler mon cerveau là-dedans, c'est ce que je vous disais sur la thèse de QI, si vous connaissiez, parce que sur Internet, on trouve un peu à quoi correspondent les exercices. Donc il y en a qui s'entraînent par peur parfois, et puis sinon par d'autres, par stratégie. Bon, c'est autre chose. Mais du coup, on peut biaiser les tests, inévitablement. Si je m'entraîne tous les jours à faire du calcul mental, je vais progresser, mais c'est comme tout. Si je m'adresse tous les jours à faire quelque chose, je vais forcément progresser. Mais je sais que Alex, c'est son truc. Il adore tout calculer. Voilà. C'est comme il adore corriger les fautes d'orthographe. Vous voyez, on est très complémentaires. Parce que vraiment, moi, pas du tout. Mais voilà, c'est son truc. Lui, il adore les dictées de pivot. Il adore tout ça. Bon, voilà. Moi, non. Et pour autant, on est tous les deux HP. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut être totalement différents. Voilà, il faut pas croire qu'on est tous pareils. Oh, ben merci beaucoup Sabine, c'est super gentil, merci pour vos messages. Ah, non, vraie lettre. Ah, ben ça me fait plaisir, ou ma potentielle, merci. Parce que j'avais jamais encore raconté cette anecdote et donc j'avais jamais vu s'il y en avait d'autres qui avaient été perturbés par les lettres qui arrivent comme ça d'un coup. Mais je me souviens vraiment de ce jour en classe. Hein. Mais qu'est-ce que je nous fous des lettres dedans? Mais ma potentielle, ouais. Et je me souviens, ça m'avait mis en colère. J'en rigole, mais parce que je me revois et le souvenir me rappelle l'émotion que vraiment... Ah, c'était genre un sentiment d'injustice presque. Je découvre ton compte depuis peu et ça fait un gros tsunami dans ma vie. Trois petits chats. Bah écoute, prends les choses petit à petit, vraiment, parce que vous êtes souvent nombreux à me dire ça. Mais déjà, bienvenue et puis sache que tu n'es pas seule. Est-ce qu'il y a longtemps que je vis là-bas? Non, non, pas du tout. Ça fera 1 an en novembre que nous sommes partis de France. Oh, merci Bonnie de la Guadeloupe. C'est un avantage des réseaux sociaux, je trouve. C'est ce côté international. C'est pouvoir parler à des personnes qui vivent n'importe où dans le monde, pouvoir échanger, pouvoir s'apporter des choses de différentes cultures. Moi, je trouve ça c'est magnifique. Mon fils de 5 ans est HPI testé il y a 1 an, il a beaucoup de copains, plutôt meneurs, et a les mêmes centres d'intérêt que ses copains. Peu banal pour les HPI, apparemment. Comment peux-tu l'expliquer? Bon, en fait, il n'y a rien à expliquer. Alors, il y a un gros biais
Comme quoi, par exemple, les HPI sont malheureux, tout ça, c'est faux. C'est parce que, tout simplement, les psys, ceux qui vont voir les psys, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément bien, de base. Donc forcément, il y a un biais de se dire que les HP sont malheureux. En fait, c'est juste qu'ils voient les HP malheureux, en fait, en thérapie. Mais il y a des HP très heureux, et il y a des HP qui ne savent pas qu'ils sont HP. Donc, peut-être qu'aussi ton fils sait très bien s'adapter, et que ça lui convient. Et que comme il a il a peut-être des parents qui l'accompagnent voilà, dans ses émotions, qui l'aiment comme il est, ben, s'adapter ne lui coûte rien en fait. Et ça lui permet juste de profiter. Est-ce que les différentes atypies s'attirent entre eux? Je suis un M ou quoi? Ah oui, d'accord, tu parles entre les personnes. Euh, Il y a de tout. Il y a de tout. Je pense qu'on se comprend mieux. Je pense qu'il y a un truc, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais il y a des gens qu'on sent comme ça. Alors, je parle pas forcément de l'hyperesthésie olfactive, mais il y a des gens qu'on va... il y a un truc. Et souvent, si on creuse le sujet, parce que si eux-mêmes ont creusé le sujet, forcément, parce que sinon, voilà, on se rend compte que ben, ils sont souvent atypiques. Tous mes amis le sont. Ils n'ont pas les mêmes atypies que moi, c'est pas de la même manière, mais au final, les gens avec qui je m'entends le mieux le sont, oui. Après, voilà. Merci beaucoup. Euh, le test n'est pas du tout obligatoire, je vois des commentaires en ce sens, mais si vous vous sentez bien dans votre vie, si vous ne cherchez pas forcément des réponses, n'allez pas passer un test. Enfin, je veux dire, encore heureux que ça ne soit pas obligatoire. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui différencie le THPI du HPI au dehors du résultat au calcul mentaux? Non, c'est pas du tout les résultats au calcul mentaux. Alors, sur le test Weiss, la différence, c'est que le THPI, c'est au-dessus des 145. Alors, je mets bien des guillemets, vous avez compris. En fait, on se rend compte que le THPI a plus de liens avec l'autisme, du moins a des caractéristiques de l'autisme. Voilà, donc c'est très large, parce que dans le spectre, c'est très très large. Et du coup, c'est encore une autre manière de penser, de rapidité, d'arborescence, de rapport au monde. Et en général, il y a plusieurs atypies en plus qui se mêlent. Donc, c'est plus complexe. Mais ça ne veut pas dire plus compliqué, ça ne veut pas dire mieux, et ça ne veut pas dire moins bien. Ah, génial, un colloque à la Sorbonne sur le potentiel créatif. Génial, génial. Ben, comme quoi, les choses bougent, hein. Non, mais c'est super. Ouais, ouais, test colloque. Ouais, 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 ouais. Mais je suis pas... Ouais, ouais, mais super. Merci, Ouma Potentiel. Le test de la haute sensibilité, alors tu as un pré-test sur le site de l'Observatoire. Tu mets lasensibilité.com et tu as un pré-test. Et je dis bien que c'est un pré-test, qui est donc totalement gratuit et que tu peux regarder en ligne. Donc ça peut déjà t'orienter. Et après, pareil, sur ce site, tu as les professionnels qui sont formés à la sensibilité dans le domaine francophone. Et parce que aujourd'hui, l'Observatoire est le seul en fait institut à officiellement former sur la sensibilité. Donc tu as une liste de professionnels, donc si tu veux passer un test avec eux, c'est totalement possible. Ils sont aussi habilités à passer le test pour les enfants. Est-ce que ça facilite les langues étrangères d'être HP? Pas forcément. Pas forcément du tout. Il ne faut pas du tout croire que non, non. Tu peux avoir des difficultés avec certaines langues, tu peux avoir des difficultés en maths, tu peux avoir des difficultés comme tout le monde en fait. C'est pas. En fait, c'est le côté, je pense, intellectuel qui biaise. En fait, on pourrait dire. C'est plutôt avoir un cerveau qui fonctionne différemment. C'est une intensité différente. Je sais pas si je suis claire. Est-ce que je mettrai le replay? Alors oui, normalement il le propose, mais des fois ça bug. Donc après, bon, ça bug pour moi. Je vais m'arrêter là parce qu'il va être trop long qui devait être un petit live improvisé. Comme quoi, j'en ferai d'autres si ça vous plaît. Alors. Ah oui, je vois certains commentaires. Je crois qu'il me reste une place pour les personnes que ça intéresserait. Samedi, je fais un séminaire par Zoom sur les femmes atypiques où j'explique, où je donne différents profils des femmes atypiques, comment on peut voilà, se sentir femme atypique et le complexe de l'imposteur, enfin de l'impostrice du coup, le syndrome de la caméléone, tout ça, ce qui explique pourquoi que beaucoup se disent « moi je peux pas être surdouée, c'est pas possible ».
Ça, c'est vraiment très, très propre aux femmes. Donc, si jamais vous allez sur mon site, si jamais ça vous intéresse, parce que c'est ce samedi matin, ça dure 2 heures. Donc, c'est avec moi, c'est un tout petit groupe. Et donc, vous pouvez me poser vos questions en direct. C'est vrai que c'est un vrai plaisir ce live, merci. À refaire. Ah, merci. Avec plaisir. Quel site alors, attends. Si tu me... si tu parles du site de l'Observatoire, tu mets... attends, j'ai l'ordinateur derrière moi pour tenir mon téléphone. Tu mets lasensibilité.com. Et c'est le site de l'Observatoire de la sensibilité. Voilà. Ah ben voilà, quelqu'un a répondu. Bon ben super, merci. Vous êtes plus réactif que moi pour toutes ces réponses. Les lectures à conseiller à propos des babys. Alors, c'est le docteur Sears, alors S-E-A-R-S, qui a découvert les babys, donc c'est un médecin. Et sinon, il n'y a pas vraiment de lecture. Encore une fois, dans l'atelier, j'en parle, je vous ai fait tout un podcast dans l'atelier enfants et adolescents, où je vous parle des babys, des caractéristiques. Pourquoi c'est important de savoir pour les babys? Parce qu'après, quand on a un baby, on a donc un EABI, un enfant aux besoins intenses. Est-ce que c'est voilà, en lien avec la sensibilité ou pas? Est-ce que c'est en lien avec le HPI ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Quand on parle de besoins intenses, et comment en fait on le voit au quotidien? Comment ça signifie au quotidien? Donc c'est vraiment quelque chose que je développe dans l'atelier. Intensité différente, très bien. Bon, on est raccord. Je regarderai les replays. Merci Elodie, toujours intéressant. Bon, alors, je pense que c'est bon, on a fini les questions et on va pouvoir tous aller se coucher parce qu'il est 1 heure de plus chez vous, du coup. Il est quasiment 23 heures pour vous. Donc ça, j'ai répondu pour les babys. Est-ce qu'il y aura d'autres rencontres? Tu me parles sur l'atelier des femmes atypiques. J'en ai pas forcément prévu pour avant un petit moment. Peut-être je remettrai des ateliers pour novembre ou décembre. Souvent j'en fais un par mois. Mais là j'en avais pas fait en août. Et c'est pour ça que j'en ai mis 2 là. Mais les dates sont déjà complètes. Les prochaines dates sont déjà complètes. Et donc je sais pas si j'en mettrai de nouvelles. Et pour l'atelier, quand aura lieu le prochain... non, tu veux dire... Attends, il ne faut pas tout confondre. Les ateliers, c'est pas comme les séminaires. Les séminaires, c'est par Zoom, c'est en direct, ça dure juste 2 heures. Déjà 2 heures, enfin je dis 2 heures, mais enfin prévoyez 3 heures, hein, parce que je suis très bavarde et que je ne regarde pas l'heure en fait. Donc, parce qu'il y a le séminaire Êtes-vous atypique, où je vous propose un test en ligne et c'est vraiment personnel, donc vous n'avez pas besoin de partager les résultats avec les autres, absolument pas. On décortique ensemble, on discute, c'est souvent beaucoup d'émotions. Je devrais préciser un truc de prévoir les mouchoirs. Et il y a le séminaire donc femmes atypiques qui sont vraiment réservés aux femmes parce que ce sont des particularités à part et dont il faut parler. On n'en parle pas assez. À ce sujet, vous avez un super podcast de Fabrice Michaud sur le podcast de Fanny Marais. Donc si vous allez sur le compte, je crois que son compte c'est Fanny Coaching, je sais plus. Bon, vous mettez Fanny Marais podcast sur internet, vous trouverez. Donc le podcast sur les femmes surdouées est vraiment très très bien. Je pense que ça peut remettre beaucoup de choses et puis il est gratuit, donc voilà, vous pouvez. Voilà, mais après il y a les ateliers. Donc il y a 2 ateliers que je propose sur mon site internet. L'atelier adulte hypersensible, où en fait donc c'est un PDF avec plein de podcasts. Il y a même une version audio si vous n'êtes pas trop lecture pour pouvoir l'écouter en version audio, où je vous explique tout ce que c'est la haute sensibilité. Mais vraiment c'est pour les adultes. Donc dans le couple, dans le monde du travail, je parle un peu des enfants, mais vite fait, et c'est justement les remarques qu'on m'a fait que les gens auraient aimé que je développe. Alors il faut savoir qu'une fois que vous achetez cet atelier, il est à vous, il est accessible à vie, vous le téléchargez sur votre ordinateur, vous en faites ce que vous voulez, vous allez à votre rythme, c'est vraiment en autonomie. Et je le mets à jour assez régulièrement. Et on m'avait fait la remarque, effectivement, que vous auriez aimé un complément d'informations sur les enfants et les adolescents. Le problème, c'est que moi, complément, en fait, j'en ai fait un autre atelier. Donc l'autre atelier, c'est enfants et adolescents atypiques,
qui est encore plus gros, plus volumineux, plus entier, avec énormément d'exercices pour justement aider vos enfants à accompagner leurs émotions, à accompagner vos émotions à vous face effectivement aux émotions de vos enfants, comment les aider à vivre bien à l'école, comment les aider dans leurs relations amicales, comment les aider aussi en termes de sexualité, d'intimité, à trouver aussi peut-être leur parcours de vie, à développer leur potentiel, énormément d'exercices en sophrologie ludique fait par Laetitia parce que je ne suis pas sophrologue. Donc voilà, bref, c'est vraiment très très complet. Et ça, c'est vraiment en autonomie. Donc voilà, vous allez sur mon site, vous allez voir sur le site elodiecrépel.com, il y a les séminaires et il y a les ateliers. Donc c'est deux choses différentes. Et en fin de mois, je vais réouvrir des places pour des tests de douance uniquement pour les adultes, je le précise bien. Via Zoom, donc c'est 2 heures avec moi, plus un compte rendu écrit. Les places seront limitées et en général, je vous le dis, elles partent très vite. C'est-à-dire, je fais une story, 1 heure après, il n'y a plus rien. Donc, bon. Mais en général, je donne la date avant. Je dis attention, telle date, tout ça. Mais d'abord, j'enverrai par les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. En priorité, j'envoie un mail la veille, souvent, en disant voilà, j'ouvre des places si vous voulez réserver. Elles sont maintenant sur le site. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, on va passer notre nuit ensemble et c'est quand même pas l'objectif. Je vous remercie d'avoir été présent et présente ce soir pour vos questions, vos interactions et vos idées aussi. Elles étaient très très jolies par rapport à prendre soin de soi, remplir cette petite jauge d'énergie, cette batterie. Je me suis fait rire toute seule. Je n'ai pas de batterie. Ça va être enregistré, ça va être enregistré. Vous voyez, l'intérêt en fait des stories, c'est qu'il n'y a pas ça. Bref, voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit, de prendre du temps pour vous, une belle introspection personnelle. Et puis voilà. Et au besoin, vous savez qu'il existe quand même des personnes quand même compétentes, qualifiées, quand même pour vous accompagner. Belle soirée à tout le monde.